bienvenue pour cette dernière rencontre à Geoffroy avec une invitée du Cinémed. L'esquive d'Abdelatif Kechiche, Temps mort d'Éléonore Weber, La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche, Inch'Allah d'Anaïs Barbeau-Lavalette, L'Orané de Lies Salem, Frères ennemis de David Lolofen, une belle équipe de Mohamed Hamidi, Mika d'Ismaël Ferrouki, Kung Fu Zora de Mabrouk El-Meshri et Des jours meilleurs d'Elsa Bennett et Hippolyte Dar. Ce n'est pas la filmographie complète de Sabrina Ouazani, mais c'est tous les films avec Sabrina Ouazani qu'on a passé au festival et elle n'était jamais venue. Donc il fallait absolument réparer cela. C'est une actrice qu'on adore. Je vous demande d'accueillir Sabrina Ouazani. Et pour mener la conversation avec Sabrina, on a demandé à notre ami Karim Ghiati, qui est aussi le directeur du pôle cinéma de la nouvelle agence Occitanie Culture, de mener la danse. À vous. Merci Christophe, merci à toute l'équipe de Cinémed pour ta confiance, la confiance renouvelée de toute l'équipe en me proposant de concevoir et d'animer cette rencontre avec vous, Sabrina. Est-ce que vous reconnaissez la musique du film, mais elle est un peu basse? Alors, un petit indice, elle a été projetée il y a quelques minutes dans la salle du bas. Ah, ah oui, effectivement, des jours meilleurs. Et elle est composée par... Alors oui, Sabrina, je vous préviens tout de suite, vous allez passer votre temps à regarder l'écran qui est à votre droite. Alors peut-être le mieux, c'est de vous mettre directement quasi face à l'écran, en commentant tout ça. Et effectivement, la musique est composée par Clémence Ducreux, à qui on doit aussi la musique de Classe moyenne d'Anthony Cordier, tournée dans le Gard et qui est à l'affiche, j'imagine encore dans quelques salles. Les bandes originales de films, on le sait, nous accompagnent. Et après la découverte du film, l'écoute de la musique convoque immédiatement à nos esprits des atmosphères, voire des scènes de films et voire des plans de films également. Est-ce que vous en écoutez beaucoup, vous, des bandes originales ? J'en écoute énormément et d'ailleurs il y en a une que j'aime particulièrement qui est tirée d'un film que j'aime à la folie qui s'appelle Et maintenant on va où de Nadine Labaki, qui avait fait aussi Caramel, qui avait fait Capharnaüm, qui a fait très très beau film, réalisatrice libanaise si je me trompe pas, et cette BO m'a vachement accompagnée, moi aussi elle m'accompagne dans l'écriture, mais c'est vrai que moi je suis toujours, et puis rebonjour tout le monde, pardon, c'est vrai que je trouve qu'en fait c'est toujours délicat une bande son parce que souvent, dans le cinéma français ou dans le cinéma tout court, c'est un peu utilisé comme un cache-misère, je trouve. Et je trouve ça d'autant plus fort quand, effectivement, comme sur le travail de Clémence sur Des jours meilleurs, c'est tout d'un coup, ça nous porte, ça porte les émotions, ça porte les personnages. Ça vient compléter un petit peu, ça amène un petit supplément d'âme au film. Et donc, ouais, je suis toujours très, très attentif au BO de film. Ouais. Et parfois, vous en écoutez en lisant des scénarios ? En découvrant des scénarios ou pas ? Là, je vais vraiment au sens plus large, c'est-à-dire que je sors de la BO type de film et je me crée des playlists, que ce soit en lisant un scénario, en écrivant tout court, ou même en me préparant, que ce soit au théâtre ou pour un film. J'ai une BO, enfin une playlist par projet, par film. Ouais. Et est-ce qu'il vous arrive que des réalisateurs ou des réalisateurs vous suggèrent d'écouter des musiques pour appréhender un film ou appréhender un rôle ? Oui, complètement. C'est arrivé ? Complètement, c'est arrivé. Vous vous souvenez d'un oui, avec Ouda Benyamina sur Les Mousquetaires, sur Toute pour une, il y a 2-3 ans. Mabrouk El-Meshri aussi sur Kung Fu Zora a créé. En fait, c'était génial parce que lui m'a transmis sa playlist d'écriture. Donc c'était top de voir ce par quoi il était passé lui, tout en écrivant ce film et tout en modifiant certaines scènes, et de se dire il est passé par telle émotion, par telle image, parce que pour moi la musique c'est aussi des images qui viennent à nous. Donc ouais, j'adore quand il y a cet échange avec le réalisateur. Ouais. Alors pendant 1 heure environ, on va évoquer votre parcours, quelques-uns de vos rôles en se concentrant sur plusieurs thèmes. Je vous en propose 3. L'éclectisme de votre parcours, avec à la fois la diversité des rôles, des genres, des images également qui sont convoquées au statut très différent. La notion de territoire réel et fictionné et comment le cinéma nous nourrit et vous nourrit dans votre connaissance et votre compréhension à la fois de l'actualité et de l'histoire. Oui. Et puis la langue, les langues, dans cet espace méditerranéen où beaucoup d'aspects à la fois rapprochent des populations, bien sûr, notamment des mots et des expressions, mais où il y a
également beaucoup de nuances d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre. Oui. Alors, on va en parler avec quelques images. Et alors, à l'image, il n'y a pas tout. Ah oui. Il n'y a pas tout, mais pas loin, je pense. Alors, j'ai volontairement tout mélangé. Les longs Oui. métrages, les courts métrages, les films pour le cinéma, pour la télévision, dans toute sa diversité, y compris les doublages, les commentaires. Mais il n'y a pas tout. Parfois, j'ai pas trouvé de visuel. Alors, et pour ma part, quand je me penche moi sur le parcours d'une comédienne, d'un comédien, j'embrasse tout. Les fictions, les voix off, les doublages, les clips, les pubs, y compris maintenant les réseaux sociaux. Ah. Est-ce que vous, Sabrina, est-ce que vous avez une appréhension différente et adaptée selon que c'est un rôle pour le cinéma, pour la télévision, pour le court-métrage ou pour une série? Moi, j'y mets la même implication, j'y mets la même énergie, j'y mets le même investissement. Chaque projet, pour moi, a son importance. Puis j'ai un lien particulier avec avec la rencontre avec le réalisateur, avec la rencontre avec le projet. C'est que ce soit des plus petits rôles ou des plus grands rôles, ou effectivement des voix off ou des voix de doublage, c'est toujours des films que j'ai choisis profondément avec le cœur. Donc j'y mets toujours, oui, la même énergie. Après, l'économie n'est pas la même. Et ça, c'est vrai que quand on tourne à la télé, j'ai beaucoup tourné d'ailleurs en Occitanie une série télé qui s'appelle Prière d'enquêter, que j'ai tourné pendant 4 ans à Montpellier, dans les environs et dans les Cévennes aussi. Et c'est vrai que c'était un rythme qui était très 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 speed quoi, par rapport à un long métrage. Et après, de réalisateur en réalisateur, ça change aussi. Abdelatif Kechiche, c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un pour qui, pour la graine et le mulet, pour la scène du repas où on mange le couscous, je peux vous dire que j'ai pu manger de couscous au poisson pendant 10 ans, pour de vrai. Pour de vrai, parce qu'on a tourné cette scène pendant 15 jours. Donc pendant 15 jours, j'ai bouffé du couscous en veux-tu, en voilà. Et en plus, pour les besoins visuels, on va dire, les légumes étaient moins cuits pour pas qu'ils perdent leur couleur. Donc je peux vous voyez un petit peu par quoi je suis passée pendant 15 jours. Donc effectivement, Abdel, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui approfondit, qui rajoute énormément de couches, énormément de choses. Donc on peut passer plusieurs jours sur une scène, alors que sur une série télé ou sur une série, même quand j'ai tourné Plan Cœur pour Netflix, c'est très très speed. On a le droit à 2 prises. Voilà, tu as 2 chances pour faire pareil, pour valider. Série pour Canal+, 2 prises et après c'est fini quoi. C'est tu donnes tout maintenant et sinon tant pis. Alors, sans commenter chacune de ces images, est-ce que vous pouvez nous dire Oui. à partir de quel film ou à partir de quel rôle, c'est à peu près dans l'ordre chronologique, vous avez ressenti une plus grande confiance en vous, si toutefois vous la ressentez toujours aujourd'hui? Est-ce que vous, peut-être en nous pointant certaines affiches et peut-être même en vous rapprochant si vous voulez... Oui, en fait, c'est délicat parce que moi, je crois que j'ai toujours le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours un peu ce... C'est incroyable, moi aussi. Vous aussi, vous demandez ce que vous faites là et Ouais, mais bon, je pense que c'est dû aussi à notre histoire et à la société dans laquelle on évolue aussi, je pense. Mais effectivement, pendant très très longtemps, j'ai l'impression que j'étais pas forcément légitime. Moi, j'ai jamais pris de cours de théâtre, j'ai jamais pris de cours d'acting, de comédie. Donc, je suis arrivée un petit peu sur le tard et j'étais un peu autodidacte. Donc, c'est vrai que j'ai toujours, je me dis toujours, est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que je vaux aussi bien qu'une autre? Donc je pense que ça s'est passé, je saurais pas. Franchement, je saurais pas dire. Je pense que ça a pris du temps. Je dirais que c'est peut-être à peu près après Adieu Gary. Je pense qu'entre Adieu Gary et Des hommes et des dieux. Donc 2009-2010. Exactement, 2009-2010, mais parce qu'en fait, j'ai arrêté l'école à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai fait, moi, un bac économique et social, et ensuite j'ai fait une licence d'histoire. Et à l'université, effectivement, en 2009, ouais, c'est ça, 2009-2010, je me suis dit, ça y est. Je crois que je peux me permettre d'arrêter mes études et de enfin réellement croire à ce rêve et croire au fait que je puisse être réellement actrice et acceptée dans ce monde et que je puisse enfin me sentir légitime. C'est pas encore le cas. Ça fait 23 ans que je tourne. Mais il y a eu une petite étape à ce moment-là où je me suis permise de me dire ça y est, tu vois, pendant longtemps, je me suis dit aussi c'est un métier qui est tellement aléatoire, qui est tellement...
qui peut s'arrêter du jour au lendemain aussi. Je fais un métier qui dépend pas, moi, de mon investissement, qui dépend pas, moi, de mon travail. Je peux travailler autant que je veux, je peux apprendre autant que je veux. Je dépends du désir de quelqu'un d'autre. Je dépends du désir d'un réalisateur qui a envie de se projeter avec moi dans son film, qui a envie de m'offrir ce rôle, et ensuite de producteurs et de financeurs qui vont miser, qui vont se dire, OK, on y croit avec elle. Donc ça, c'est vrai que ça prend voilà, beaucoup de temps pour se dire... OK, j'arrête de me dire au cas où, si ça marche pas, si ça s'arrête demain, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, je peux encore faire tel et tel et tel métier qui me plaît. Non, il y a un moment où je me suis un peu jetée dans la fosse et je me suis dit, bon, c'est bon, allons-y. Et quels sont les rôles qui ont été aussi des accélérateurs dans votre parcours ? Évidemment, c'est pas un accélérateur, c'est vraiment le pied à l'étrier. L'esquive, ça a été le tout début. Voilà, le tout début, ma première fois, ma chance, ma chance que Abdelatif m'a offert. Je dirais qu'Ouvert la nuit, ouais. Le film d'Edouard Baird, qui est en bas là, dans la troisième, tout à droite. Troisième ligne. Ouais, troisième ligne tout à droite. Ça a été quelque chose de, pour moi, intérieurement et profondément, peut-être que ça m'a fait passer une vraie étape, parce que Edouard, c'est quelqu'un que j'admire. Moi, c'est un génie, Edouard. Il a un talent pour le jeu, il a un talent pour l'art des mots, pour l'écriture, pour le sens du rythme, pour la comédie. Et effectivement, il m'avait proposé un autre rôle que celui que j'interprète finalement dans Ouvert la nuit, qui est un rôle qui est maintenant interprété par Audrey Tautou dans le film. Et ce rôle-là, qui était donc son binôme, son duo, était écrit pour un homme, Arthur. Et puis donc moi je suis arrivée sur le film, il m'a proposé l'autre rôle que j'ai accepté assez rapidement, on va pas se mentir, j'étais trop contente. Et puis en avançant, il cherchait son comédien, son binôme, et plus on avançait dans les répétitions. Et un jour il m'a dit, bon, est-ce que tu peux me venir à la prod, j'aimerais que tu m'aides pour cette scène, voilà, lis ce rôle. Et je dis, mais il n'y a pas mon rôle. Il me dit, non, mais lis Arthur. Je me suis dit, ok, c'est peut-être pour lui, qu'il entende son texte un petit peu à l'oreille, ça peut aider. Et puis donc je lis la scène et à la fin il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui dis, qu'est-ce que j'en pense de quoi? Et il me dit, est-ce que tu veux être mon Arthur? J'ai dit, mon Arthurette quoi. Et tout d'un coup, pour moi ça dépassait toutes les fausses croyances que j'avais dans ma tête, toutes les limites aussi qu'on m'avait imposées. Tout d'un coup, c'était le rôle d'un homme qui était caucasien, donc pas maghrébin. Et lui, en fait, il en avait juste rien à faire. Il me voyait moi en tant qu'artiste. Et il s'est dit, non, il me dit, c'est toi et c'est tout. Et peu importe, et je vais réécrire le rôle pour toi. Mais c'est toi que je veux. Donc c'est vrai que dans ma tête, ça m'a fait un petit déclic de me dire, ah ouais, waouh, ok, j'en suis capable. Et il croit assez en moi pour me dire que je vais tenir un film avec lui. Donc ouais, ça a été un déclic. Pattaya, ça a été aussi un film qui a été important parce que c'était mes premiers pas aussi dans la comédie, quasi. Enfin, j'avais fait l'embarras du choix, j'avais fait une pièce de théâtre qui s'appelait Amour sur place ou emporté d'Amel Chabi et Noum Diawara sur scène. Donc déjà, d'être dans la salle, de sentir les réactions du public, sentir le public rire, je me suis dit, oh, je suis drôle. Oh, ah ouais, ok, d'accord. Je peux aussi faire ça. On m'avait tellement... j'adore le cinéma d'auteur et voilà, ces grands films avec des messages qui sont importants, mais qui sont voilà, plutôt dans l'émotion. Je m'étais jamais essayé à la comédie, et donc tout d'un coup effectivement Franck m'a proposé ce rôle et ça a apporté une autre popularité, une autre visibilité. Et est-ce que la diversité de ce qu'on voit à l'image, des genres auxquels ces films aussi parfois se réfèrent de manière très visible, avec des codes de genre qu'on retrouve aussi, est-ce que cette diversité reflète aussi la diversité de votre cinéphilie, vous en tant que spectatrice? Ouais, complètement. Vous regardez un peu de tout, de la comédie très grand public au film très personnel signé, à la série Oui, clairement, moi j'adore le cinéma en fait dans tout son panel qui est dans toutes ses couleurs et dans tout son panel qui est très large. J'adore le cinéma coréen, le cinéma libanais, j'aime le cinéma italien, européen, français. J'aime effectivement les films d'auteur, les films engagés. Le cinéma islandais aussi? Le cinéma islandais, pourquoi pas? Le documentaire.
Pardon. Et j'aime la comédie. J'adore ça. Moi, j'ai grandi avec le Dîner de cons, avec Les Visiteurs, avec Le Père Noël est une ordure. J'adore les films d'horreur. Moi, ma maman, tous les jeudis soirs, je regardais le Jeudi Noir sur Canal+. Donc, je regardais des films d'horreur. J'ai grandi avec L'Exorciste. Ouais, je sais, ça fait flipper. Mais j'ai grandi aussi avec cette culture du cinéma, avec Taxi. Donc, effectivement, voilà, c'est voilà, un cinéma très très large. Donc effectivement, pour moi, c'est difficile quand je suis arrivée dans ce métier parce qu'on te met très vite dans une case, on te colle très vite une étiquette. J'ai commencé avec L'Esquive, que vous avez peut-être pu voir ce matin, dans lequel je joue une jeune fille, une jeune adolescente issue de banlieue, avec toute l'énergie que ça apporte, avec aussi le vocabulaire bien fleuri qu'on connaît bien. Et donc, assez vite, on m'a étiqueté de Kaira et de se dire, OK, elle peut jouer que ça. Et donc, pour Adieu Gary, un film de Nassim Amaouche avec Jean-Pierre Bacri, Yamin Belmadi et d'autres grands acteurs, le réalisateur voulait pas me voir. Nassim ne voulait pas me voir parce qu'il dit mais je l'ai vue dans l'Esquive, je l'adore, elle est géniale, mais c'est une gamine, moi j'ai besoin d'une femme. Et j'étais là, Nassim, je vais avoir bientôt 20 ans quand même, ça y est, je commence à être une jeune femme, je peux. Et puis c'est à force de coups de fil de mon agent, à force même d'une actrice qui s'appelle Fadila Belkebla, qui est merveilleuse, qui est partie passer le casting pour Adieu Gary et qui a lu le scénario. Et en passant le casting, elle dit Nassim, je sais, je suis là pour le rôle de Nejma, mais franchement, quand j'ai lu le scénario, je voyais Sabrina Ouazani. Donc déjà, c'est incroyable de se dire qu'il y a une actrice qui vient pour ce rôle et qui est capable d'avoir cette générosité-là, de pouvoir me proposer quelqu'un d'autre. Et à force, il s'est dit, bon, allez, tout le monde me saoule avec elle, je vais la voir. Donc c'est vrai que je sais plus du tout quelle était ta question, mais vous y avez répondu. La diversité de ce qu'on voit à l'image reflète aussi la diversité de votre cinéphilie en tant que spectatrice. Ouais, et puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est le principe d'une artiste, d'une actrice en fait, de passer d'une peau à une autre, d'un costume à un autre, de se dire qu'effectivement je peux essayer de faire rire comme je peux essayer de faire pleurer, d'éveiller des consciences, de faire passer des messages forts. Pour moi, le principe d'être actrice, c'est de se diversifier. Donc c'est fou pour moi de me dire que j'évolue dans un milieu où on est censé être le lieu de création ultime et où l'imaginaire doit être sans limite, où l'imagination doit être incommensurable et où tout d'un coup finalement on nous met dans des sentiers, dans des chemins avec des étiquettes et dans des boxes comme ça. Et donc effectivement il faut un peu casser ce plafond de verre et j'ai eu la chance effectivement de faire plein de choses différentes. Alors, de l'ensemble de ces quelques 70 films, vous en avez choisi avec l'équipe de Cinémed, vous avez à l'image de montrer ces 3 longs métrages et ce court métrage. Alors, vous l'avez un peu dit aussi dans chaque présentation, mais malgré tout, pour ceux qui n'y auraient pas assisté, et en 2 mots, et on va enchaîner, j'ai pas mal de panneaux derrière, pas mal de visuels aussi sur plusieurs extraits de films. Juste nous dire ce qui a opéré votre choix pour aller vers ces 3 longs métrages et ce court. L'Esquive, je me voyais pas faire. Déjà, j'étais hyper honorée moi quand Christophe m'a proposé de me rendre ce bel hommage ici à Cinémed. Mais donc je me voyais pas être là sans rendre hommage à celui qui a cru en moi en premier, Abdelatif Kechiche, avec L'Esquive, donc mon tout premier film. Donc voilà, c'était logique pour moi que ça y soit. Inch'Allah, c'est un film qui est sorti il y a 12-13 ans et qui a eu un accueil assez mitigé en France parce que le recul qu'il faut avoir sur le sujet, qui est le conflit israélo-palestinien, c'était encore délicat et ça l'est toujours, encore maintenant. Et donc je me suis dit qu'il fallait qu'on parle de ce film, qu'il fallait qu'on parle de ce qui se passe là-bas aussi à Gaza. Et c'est un film important pour moi pour la manière dont c'est traité cette guerre-là, qui n'est plus une guerre mais un génocide. Donc voilà, je me devais de... Merci. Bravo, c'est normal. En fait, c'est vraiment juste... une évidence de dénoncer et de me servir de ma petite voix pour dénoncer ce qui se passe là-bas. Et effectivement, je suis sensible à ce sujet depuis... On est un peu plus tous sensibles à ce sujet depuis le 7 octobre, depuis il y a 2 ans. Mais moi, ça fait depuis 12 ans que je suis allée là-bas et que j'ai découvert
un peu ce qui s'y passait et voilà, et ces âmes humaines qui sont merveilleuses et qui sont remplies de désespoir aussi. Donc voilà, je me devais de présenter ce film ici. On va manquer, bah ça c'est vraiment de l'ego trip, hein. C'est vraiment de l'égocentrisme pur. C'est mon court-métrage que j'ai réalisé. Donc effectivement, voilà, je suis passée pour la première fois derrière la caméra. Donc j'avais envie de vous livrer aussi une partie de moi. Et des jours meilleurs, bah, j'ai fait aussi la boucle avec mon premier film et le dernier film qui est sorti au cinéma, qui est sur un sujet aussi pour moi qui est très important, qui est l'alcoolisme. Et là, en l'occurrence, l'alcoolisme au féminin. Et est-ce que vous pensez que pour un autre festival ou une autre période, si on vous formule la même proposition, vous proposeriez les mêmes films? C'est aussi... Ouais, je pense que j'adore des jours meilleurs. Peut-être que je pourrais éventuellement. J'ai proposé aussi à Christophe Kung Fu Zora, qui est un film pour moi qui parle des violences conjugales, et pour moi c'était important aussi. C'est un film que j'aime vraiment et dans lequel je me suis donné corps et âme. Le film a été projeté il y a 2-3 ans au festival, donc voilà, ça faisait un peu redondant. Donc effectivement, Des jours meilleurs, c'est un film dont je suis très très fière. Okay. Donc, mais ouais, je pense que... Après, je suis très honnête, j'ai pas envie d'être prétentieuse, mais c'est vrai que j'ai tellement choisi chacun de mes films avec mon cœur, qu'ils soient plus ou moins réussis, très réussis, ou voilà, je suis fière de chacun de mes films, donc voilà. L'an dernier, quasiment jour pour jour, j'ai eu le plaisir d'animer la rencontre avec Reda Kateb. J'adore. Et sauf erreur de ma part, vous n'avez partagé qu'une seule fois l'affiche. Oui. C'est pour le film de David Olofen et Frères Ennemis. Oui. David Olofen qui était là l'an dernier pour son film Le Quatrième Mur. Et, alors vous avez travaillé avec beaucoup de cinéastes différents, bien sûr. Alors je ne sais pas si chacun d'entre eux a une manière de travailler spécifique, mais que pouvez-vous nous dire de la manière de travailler de David Olofen et peut-être aussi de Reda Kateb qu'on a à l'image. Et moi aussi, comme je suis très égocentrique, je me suis mis à l'image. Heureusement, j'ai changé de chemise. Vous êtes pas mal du tout, vous avez bien raison. Des frères ennemis, ça a été génial parce que tourner avec Reda et Mathias Schoenaerts aussi, c'était vraiment un duo que j'aime. Ces deux acteurs que j'admire vraiment profondément. Reda Kateb, je l'avais remarqué dans Un prophète déjà avec son rôle de je sais plus comment c'est le prénom, le gitan. Il était merveilleux, il n'avait pas un immense rôle, il n'était pas là sur la longueur du film, mais il était là, il crevait l'écran quand on avait envie de voir que lui. Reda, c'est un acteur que j'aime à la folie. Et vraiment, j'étais si fière, si honorée de partager l'affiche, enfin en tout cas, et partager quelques scènes avec ces deux-là. J'étais contente aussi de découvrir son film aussi, son premier long métrage en tant que réalisateur. Donc sur le fil, ouais, exactement, avec Aloïs Sauvage. Et donc ouais, c'était merveilleux. David, c'est le rôle que j'interprète dans Frères ennemis touche un tout petit peu à mon histoire personnelle. Donc je trouvais ça merveilleux parce qu'il a été rempli de beaucoup de respect, beaucoup de pudeur face à ce que moi je pouvais lui donner, et en même temps il savait où il allait, il savait où il voulait emmener le rôle, mais tout en me faisant confiance sur ce que je pouvais lui livrer et lui donner. Donc non, ça a été vraiment, vraiment une superbe expérience. Alors en préparant cette rencontre, je me suis rendu compte que j'avais vu la majorité des films dans lesquels vous êtes quasiment tous, et en songeant à la diversité des rôles que vous avez interprétés, j'ai le sentiment, mais vous me dites si je me trompe, mais si vous me le dites, j'en serais un petit peu contrit. J'ai le sentiment que celui que vous interprétez dans le film de Jean-Pierre Améris, Les Folies fermières, résume assez bien votre rapport au cinéma et votre rapport au spectacle. Je vous ai entendu à France Culture en parler aussi, et c'est vrai qu'en voyant ce rôle et tout ce qui cristallise et qui résume, on y trouve votre désir du spectacle, le désir assumé de la distraction, tout en étant ancré dans une réalité qui n'escamote pas les difficultés sociétales, en l'espèce celui du monde paysan. Et par ailleurs, Jean-Pierre Améris, je trouve, est une bonne synthèse entre une approche d'auteur, personnelle, très signée, avec un désir aussi de toucher le plus grand nombre en s'inscrivant dans des codes identifiables. Ici, la comédie de situation et de dialogue. Et à quoi s'ajoute votre rapport au corps, à la danse et au sport. C'est un peu tout ça, j'ai l'impression, votre rapport au cinéma. Ouais. Si vous me dites non, j'ai l'air bête. Hein. Non, non, c'est hyper bien résumé. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec une maman qui j'ai eu de la chance, qui m'a souvent répété que rien n'est impossible.
Et donc, alors qu'on évolue dans une société où on nous dit plutôt le contraire finalement. Et donc c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de limite. Et ce film-là, c'est tout d'un coup la confiance d'un réalisateur de me dire on peut aller partout où on a envie d'aller. Je l'avais rencontré sur un premier film qui s'appelle Illettré, donc qui parle d'illettrisme, avec Annie Cordy et Kevin Azaïs. Et ensuite, il m'a rappelé quelques années après pour Les Folies Fermières. Il savait que moi, j'adorais le monde du cirque, les circassiens, que je faisais du tissu aérien, que j'adorais la danse depuis toujours. Et donc, effectivement, j'ai aimé lire ce scénario qui traverse autant le registre plus sombre, plus posé, avec un message fort, et tout en dénonçant les conditions des agriculteurs et à quel point c'est difficile en France pour eux, et tout en mettant un peu de strass et de paillettes avec cette histoire vraie de David Comet qui a transformé sa ferme pour sauver son village en cabaret. On peut en voir quelques images, si vous voulez bien, oui. suivi d'un extrait d'entretien avec Jean-Pierre Améris à l'occasion d'une avant-première du film. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. 6, 2, 4, 2. Qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois? Je sais pas. Rien. Tu peux rien faire? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Police Starlight. J'ai quelque chose à vous proposer. Ah bon? Vous travaillez dans quel domaine? J'ai un élevage de vaches laitières. Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal est pas mort. Avec vous, je peux y arriver. Alors que les choses soient bien claires. 1. Je ne participe pas aux travaux de la ferme. Saucisson? Non, rarement au petit-déj pour moi. 2. L'artistique, c'est moi. Et 3. Je ne couche pas. Pardon. À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région. Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici. Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre. Faut peut-être se demander pourquoi. Hein. Vous êtes le sosie de Dalida? Eh oui, Gigi, c'est moi. Elle est pas mal, la grande blonde. Faut vraiment que je te parle, hein. Nous vous entendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de France. Ah, David, voilà. Et puis je suis fière de toi. Ah, m'engueule pas. Mais je t'engueule pas, je te dis ce que je pense. Est-ce que vous êtes chaud pour le show? Allez jusqu'au bout Avant même d'écrire, j'avais Sabrina Ouazani en tête, une envie de la retrouver après ce téléfilm Illettré avec elle, Kevin Azaïs et Annie Cordy il y a 4 ans. Une grande envie de la retrouver. C'est une actrice qui m'épate, qui me fait rire, que je trouve formidable aussi bien dans la comédie que l'émotion. Et puis pour incarner cette danseuse que le paysan va engager pour mettre en scène le spectacle, je voulais une danseuse. Et Sabrina Ouazani est danseuse, elle a fait du cirque quand elle était adolescente. Et les 3 numéros musicaux et dansés qu'elle fait dans le film, magnifique, c'est vraiment elle qui le fait. J'aurais pas voulu avoir recours à une doublure. Est-ce que vous voulez bien juste commenter ce qu'il vient de dire, ce rapport à la danse? Merci. Et est-ce qu'un rôle dans lequel vous dansez va vous attirer plus qu'un autre? Oui, un petit peu, c'est vrai, c'est vrai. D'abord, je suis hyper flattée parce que Jean-Pierre, je l'adore. Puis je ne sais pas si vous avez vu les Émotifs Anonymes, c'est un film formidable qu'il a réalisé. Enfin, Une famille à louer, il a fait plein de films qui sont vraiment géniaux. Donc d'abord, j'étais hyper honorée et flattée qu'il repense à moi pour ce deuxième film et qu'il écrive ce rôle pour moi. Un rôle où il y a... Moi, je suis une actrice où je trouve que la corporalité, c'est hyper important en fait. Mais au sens large, c'est-à-dire que même quand il n'y a pas quelque chose de physique à faire dans un film, même s'il n'y a pas quelque chose de sportif, de danser, je trouve que tout est une danse en fait dans la vie. Là, quand je vous parle avec mes mains, ça a l'air un peu comme ça, mais je trouve que apporter que ma manière de bouger et de vous parler avec mes mains va être différente de la dame qui est devant moi ou de chacun de vous. Et donc, c'est propre à chaque personne et propre à chaque personnage. Donc, à chaque fois que je crée un personnage pour un film, j'essaye de lui apporter une gestuelle, une manière d'entrer dans la pièce et de marcher qui est différente. Et donc, effectivement, quand on peut pousser ça avec de la danse, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On m'a proposé plusieurs fois de faire Danse avec les stars. Et j'adore le concept, j'adore l'émission. Franchement, j'adore. J'adore. Je trouve juste que j'y ai pas ma place. Mais quand j'ai l'occasion du coup de faire...
Parce que moi, je veux créer un personnage, parce que je veux que ce soit porté par une histoire, parce que je veux que ce soit porté par un message, parce que j'ai envie de bouleverser les âmes plus qu'autre chose. Et donc, effectivement, quand on peut faire des films comme Les Folies Fermières ou comme Break, où tout d'un coup, je vais pouvoir travailler le breakdance, ou un autre film qui s'appelle Tangerine, pour lequel j'ai appris la danse orientale aussi, là, je m'éclate encore plus. Et c'est là où je me dis, je me fais mon petit danse avec les stars en salle de répétition, et ça me va très bien. Et du coup, ils verront, au lieu d'avoir les prime time sur TF1, ils verront le résultat en salle, et voilà. Dans la filmographie qu'on a vue tout à l'heure, il y a beaucoup de films qui résonnent avec Cinémed et avec ce territoire méditerranéen, et aussi des films qui résonnent vraiment avec l'endroit où nous sommes ici à Montpellier, ses alentours. Vous venez d'en parler rapidement. Moi, je travaille, comme l'a dit Christophe, au sein du pôle cinéma de l'agence Occitanie Culture, qui accompagne les tournages en région et qui valorise les professionnels, les films qui sont liés au territoire, en menant des actions aussi d'éducation à l'image et en valorisant encore une fois ces films pour tous les publics. Et ici, alors sauf erreur de ma part, vous avez tourné ces 4 productions, La Graine et le Mulet, Tauril, Toute pour une, et cette série donc Prière d'enquêter. Oui. Entretenez-vous un rapport particulier avec cette ville, ce département, à force d'y être venu? Effectivement, pour la série, vous y avez passé beaucoup de temps. Oui, ouais, moi j'adore la région. C'est vrai que j'ai découvert Sète avec La Graine et le Mulet, pour lequel j'ai passé énormément de temps, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Abdelatif Kechiche, c'est quelqu'un qui voit les choses en grand, et donc j'ai passé quasi un an à Sète. Donc j'ai découvert déjà la région à travers ce prisme-là. Tauril, Toute pour une, Prière d'enquêter. Je tiens à dire aussi que j'ai ma petite Kélia qui est là, qui joue ma petite sœur dans la série que j'embrasse, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous. Et puis j'ai de ma famille qui est là. J'ai ma tata, mon tonton, mes cousines qui sont là à Montpellier, à Juvignac, et voilà, dans les alentours. Donc au-delà de venir pour tourner ici, je viens aussi pour passer du temps et pour squatter un petit peu vos belles plages. Donc non, j'adore la région, c'est magnifique, vraiment. J'ignorais, l'autre jour on a fait une rencontre avec Emma Benestan et Oulaya Mamra à la Cité de l'économie des métiers de demain, et elle nous a quittés en disant je vais voir mon frère. Donc j'ignorais que une partie de famille était ici aussi. Donc voilà, on en apprend tout le temps, mais c'est précieux. Je comprends aussi cette proximité avec les lieux et les personnes. Alors j'ai pas fait le compte des films tournés à Paris et en dehors, mais j'ai le sentiment que vous avez majoritairement été amené à tourner en dehors de l'Île-de-France, y compris dans des pays étrangers. Est-ce que cet éloignement de votre quotidien, de votre domicile, a un impact sur votre manière de vivre un film, de vivre avec l'équipe, d'incarner aussi un rôle peut-être? Oui, complètement. De toute façon, ça a un impact autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. C'est vrai qu'effectivement, tout d'un coup, on a l'impression d'être en immersion. Quand on se retrouve en Sologne pour Toute pour une, puis ici en Occitanie, oui, ça nous permet de souder des liens, de créer encore plus la famille qui va être ensuite à l'écran. Donc, ouais, c'est quelque chose il y a un côté très joyeux, à la fois très colonie de vacances, où on a l'impression qu'on va passer notre vie ensemble, etc. Et finalement, Puis finalement, chacun reprend un peu le cours de sa vie et on est content de se retrouver, de se donner des nouvelles. Mais c'est vrai que ça rend le tournage encore plus intense, encore plus spécial et peut-être encore plus unique. Ouais. Oui, c'est l'impression que j'ai des retours des équipes, mais c'est bien que ce soit confirmé. Alors la Méditerranée, ce sont bien sûr les pays, des lieux, des cultures et des langues. Je veux bien qu'on en parle un petit peu. J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet, celui de la langue, et des sujets aussi de société que vous connaissez peut-être mieux grâce au rôle que vous allez interpréter. Ici, c'est La Source des femmes. Oui. Radoum et Elou. Et aujourd'hui même, au Maroc, à Marrakech et ses alentours, il tourne son nouveau film qui raconte l'entrée des talibans dans Kaboul en 2021 avec Pierre Lotin, qui incarne un officier du RAID en charge de la sécurité de l'ambassade de France. Ce film, là qu'on a à l'image, c'est La Source des femmes. Oui. Je ne passe pas d'extrait, je ne sais plus si Christophe l'a cité parmi les films qui ont été programmés, mais probablement. Je veux juste passer un extrait d'un entretien avec le réalisateur, alors étant moi-même d'origine marocaine, Anna Meknessi. Je suis très sensible au parler dans ces films tournés au Maroc. Oui. À la fois les films qui sont censés se passer en Irak, en Algérie, en Syrie, en Afghanistan, et où des personnes parlent comme les fils de mes oncles au Maroc. Et à l'inverse, parfois, certains films tournés au Maroc avec des acteurs venus de différents pays du monde arabe, et où personne ne parle d'Arija, où je comprends, moi, qu'un mot sur 10. Mais là, dans La Source des femmes, tout le monde parle d'Arija, le parler quotidien marocain, et c'est très juste, et je comprends complètement que c'est tout à fait voulu quand j'entends ce que nous dit le réalisateur. Au début, je ne voulais pas réaliser moi le film, parce que je trouvais que je n'avais pas la légitimité
de raconter cette histoire. Je ne suis ni femme ni arabe. Coupé! Et le jour où j'ai décidé de le faire, je l'ai dit à tout le monde, je le fais à une seule condition, le faire dans leur propre culture. C'est-à-dire c'est à moi de faire le pas vers eux, c'est pas eux de faire le pas vers moi, et surtout pas en français, qui est la langue du colonisateur, si je peux dire. Donc à ce moment-là, j'ai décidé que ça soit en arabe dialectal marocain. Donc on a décidé de le tourner en ce qu'on appelle en darija, et qu'effectivement, on a des sublimes acteurs marocains, mais il y a des acteurs qui viennent de tous les pays, et des grands acteurs palestiniens, tunisiens, français d'origine différente, algériens. Il y en a qui viennent de partout, et ils sont tous pliés au jeu, à être coachés et à parler tous le darija, c'est-à-dire ne pas parler leur arabe à eux, ils auraient pu. Et je ne voulais pas, je voulais que par rapport au Maroc et par rapport aux Marocains, qu'on ait le respect de cette langue et que tout le monde soit à l'unisson. Il n'y a pas de raison que dans un petit village, des habitants de ce village parlent des Arabes différents. Alors, vous concernant, j'ai l'impression que vous l'avez plus parlé, ce parler marocain, que l'arabe littéraire ou le parler algérien. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'origine algérienne. Et donc, effectivement, c'est vrai que c'est une langue qui est, même si ça se ressemble à plein d'égards, à plein d'endroits, qui est quand même différente du darija marocain. Donc, ça a été un vrai travail, mais qui était assez... En fait, moi, j'aime parce que les réalisateurs avec qui j'ai eu la chance de travailler, on a le même amour du cinéma, le même amour du pays dans lequel on tourne et de l'histoire qu'on a envie de raconter. Et donc on se doit d'être le plus juste possible, d'être le miroir le plus juste pour les gens qu'on a envie de représenter et dont on raconte l'histoire. Donc oui, c'était assez naturel que j'ai demandé à être coaché par un excellent acteur marocain qui s'appelle Saïd Bey, qui m'a appris donc tout mon texte et tout ce que je pouvais emmagasiner, on va dire, de la langue darija marocaine. Donc ouais, c'est un travail important pour moi, au même titre que quand j'ai tourné Inch'Allah et que je suis arrivée, on a tourné le film en grande partie en Jordanie, une toute petite partie en Israël, une toute petite partie en Palestine. Et c'est vrai que c'était les producteurs d'un film merveilleux qui s'appelle Incendie. Et Incendie, quand le film a été projeté au Moyen-Orient, les gens ont quitté la salle, alors que le film est vraiment sublime. Et les gens ont quitté la salle parce que tout d'un coup, Lubna Zabal, que j'adore, qui est une immense actrice, ne parlait pas la langue, ne parlait pas le palestinien, ne parlait pas la langue voilà, du pays dont on parle et qu'on traite, et du sujet qu'on traite. Donc les gens se sont sentis un petit peu trahis. Moi, la question ne s'est pas posée. Je suis arrivée, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être j'interprète une palestinienne, et donc j'ai envie d'être à leur hauteur. J'ai envie de leur rendre le plus beau des hommages, le plus bel hommage possible plutôt. Et donc effectivement, pour moi, c'est assez naturel de me dire que je ne veux pas les trahir et que forcément, je vais me donner les moyens en fait, pour que ce soit juste crédible, en fait, pour moi, c'est juste la base. Effectivement, si j'interprète là tout de suite une française, mais que je vous parle que en anglais, il y a un moment où ça se passe à Paris, j'ai beau arriver avec une baguette de pain à Camembert, si je parle que anglais, on va me dire bah non, ça marche pas. Donc forcément, donc effectivement, pour moi, c'est assez logique d'apprendre le marocain quand on tourne une histoire qui est censée se passer au Maroc, ou palestinien pour Inch'Allah quand il s'agit de la Palestine. Alors, sans s'étendre, c'est naturel, et en même temps, c'est un travail. Ah oui. C'est un effort, c'est autre chose aussi que le personnage, la concentration, c'est aussi le phrasé, la diction, la prononciation. Oui, et il faut moi, c'est vrai que c'est un travail vraiment... C'est plutôt compliqué parce qu'effectivement, il faut essayer d'emmagasiner au maximum la langue, les sonorités qu'on n'a peut-être pas forcément, nous, naturellement, dans la gorge ou autre. Et puis l'emmagasiner, le répéter pour pouvoir ensuite s'en libérer, ne plus réfléchir à me dire comment je dis ça ou à ce moment-là, il faut que je dise ça, pour pouvoir être totalement dans le présent, dans la scène avec mon partenaire de jeu et pouvoir transmettre l'émotion. Alors, autre film tourné au Maroc, Mika, d'Ismaël Ferrouki, tout à l'heure, Christophe en a parlé. Donc, je n'étais pas à cette projection, et honte à moi, j'ai vu tous les autres films d'Ismaël Ferrouki, mais pas celui-ci. Et notamment, j'avais beaucoup aimé Le Grand Voyage avec Nicolas Cazalet et Mohamed Majd, cet acteur formidable, mais pas celui-ci, mais je le verrai très prochainement. On y voit peut-être, on voit un très court extrait. Là aussi, le film parle des difficultés de cette enfance au Maroc. Souvenir aussi d'un court-métrage, j'avais vu sur le sujet Nini Yamomo de Rachid El Wali, consacré aussi au travail
travail des jeunes filles dans les maisons bourgeoises, entre guillemets. On en voit un court extrait. Bonjour. Salut. Ça va? Tu viens faire quelques balles avec moi en attendant mes élèves? Chauffe. Tu dois envoyer la balle à l'intérieur du terrain, d'accord? Pas derrière la ligne. Sinon, il y a faute. Ok, et tu as le droit à un seul rebond. Voilà. Nabil, allez. Ça va? Alhamdoulilah. Tu vas jouer avec lui. Lui, là, vous plaisantez, madame. Allez, on discute pas. Yallah. Nabil, n'oublie pas tes jambes. Vas-y. Allez, on enchaîne. N'oublie pas ta position. Bonjour. Alors lorsque je songe à certains de vos rôles très ancrés dans une réalité sociale, j'ai le sentiment que cela nourrit fatalement votre connaissance de l'actualité, des faits de société, des réalités qui nous entourent, et qu'une approche artistique permet de partager aussi avec un regard, un point de vue, celui d'Ismaël Ferrouki. Dans quelle mesure ces films-là, très ancrés encore une fois dans cette dureté au quotidien, dans quelle mesure ces rôles nourrissent aussi votre connaissance et votre compréhension du monde qui nous entoure? Je pense que moi, j'ai toujours été passionnée d'histoire. Assez naturellement, j'ai grandi dans une famille d'origine algérienne, et j'ai été bien plus tard. J'ai jamais été en Algérie, à Sidi Bel Abbès, là où j'ai grandi avec ma famille. C'est que bien plus tard, quand moi j'ai eu un peu d'argent, que j'y suis allée, mais après 20 ans. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours suivi, la découverte de mon pays d'origine. Donc je me suis tournée vers l'histoire et vers la compréhension de l'histoire de mon pays d'origine à travers les livres et ensuite à travers les films, à travers les documentaires. Et c'est là que j'ai compris, que je me suis dit, ok, le cinéma, ça peut aussi servir à ça. Ça peut aussi servir à faire passer des messages forts. Ça peut servir à dénoncer certains comportements, à nous apprendre des choses historiques qui se sont passées, comme aussi avec l'Oranais sur la guerre d'Algérie, ou avec Inch'Allah sur ce qui se passe en ce moment même à Gaza. Donc ouais, je me suis dit que je pouvais utiliser aussi ma voix et mon métier pour faire passer des messages forts et peut-être parfois sociétals, politiques. J'ai pas la prétention de penser que je suis politicienne, que je suis calée en géopolitique ou que je suis sociologue, mais je me dis qu'avec c'est ma petite contribution au monde, ma petite contribution à la société. Et donc, à travers ces rôles, à travers ces histoires, effectivement, je me plonge complètement dans ces récits. Et donc, j'en apprends vachement sur ce qui peut se passer à l'autre bout de la Terre, en ce moment même. Vous l'avez cité, L'Oranais, on l'a à l'image. J'avais envie d'effectuer un focus sur ces deux films pour nourrir alors, ce que vous venez de dire sur l'actualité, mais aussi sur l'histoire. Oui. À la fois donc L'Oranais et Des hommes et des dieux. Commençons par le film de Lies Salem et ses propos du réalisateur et comédien. Après, il y avait l'envie pas de parler d'Algérie, mais de questionner une mémoire, travailler, de se dire, bon, moi, sur cette période-là, j'ai pas d'image, j'ai pas vu de film, j'ai pas forcément lu de livres, ou très peu, et donc j'ai envie de... Et puis je pense qu'il y a une démarche un peu comme les historiens, quoi, si vous voulez. L'histoire, c'est pour répondre à des questions actuelles, présentes aujourd'hui, qu'on va revisiter ce qui s'est passé dans le passé. Là, c'est à peu près la même démarche. C'est-à-dire que, au vu de ce qui nous traverse aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller explorer ces hommes qui avaient fait cette chose quand même absolument incroyable, d'accéder à la liberté après autant de temps, et qui
et qui, après avoir accédé à cette liberté, dérapent, enfin voilà, font des choix qui ne sont pas forcément les bons et qui, à la fin de leur vie, s'en aperçoivent. Sabrina, sur cette période, vous aviez vu beaucoup d'images, cette période-là de... Ouais, beaucoup d'images, mais c'est vrai que, franchement, je me rappelle, bon, j'ai toujours été un peu insolente, je l'avoue, mais je me rappelle que je m'étais fait virer du cours d'histoire au collège parce que tout d'un coup, on avait passé 1 heure sur la guerre d'Algérie. Et j'étais, il y a tellement plus de choses à raconter, il y a tellement de choses à dire en fait sur la colonisation, il y a tellement de choses. Et ce qu'il y avait dans mon livre d'histoire n'était tellement pas à la hauteur de ce que moi j'avais pu comprendre, connaître, qu'on avait pu me raconter aussi à travers mes grands-parents, à travers des gens qui avaient traversé la guerre d'Algérie, cette guerre d'indépendance, qui avaient connu la colonisation. Et donc je trouvais ça tellement injuste. Et tout d'un coup je me disais, ok, là dans l'éducation nationale et à l'école, et ce qu'on nous transmet, c'est pas à la hauteur de ce qu'on a vécu. Et effectivement, je rejoins l'IS Salem quand tout d'un coup il nous parle d'un travail de mémoire. Et je peux encore faire le parallèle maintenant avec ce qui se passe à Gaza, je sais, je suis redondante, et avec la manière dont c'est présenté dans les médias. Et donc, effectivement, je suis contente de me dire, avec mes films, quand on a le courage de le faire, quand on peut le faire, quand on nous donne les moyens de le faire, et quand les gens ont la curiosité de venir à nous aussi, effectivement, on peut peut-être aussi rétablir un petit peu l'histoire et un petit peu faire ce travail de mémoire qui ferait tellement de bien à notre société, tellement de bien à notre monde, tellement de bien à nous, les enfants d'immigrés, à nous, les enfants de ceux qui ont permis aussi de travailler, de reconstruire le pays, qui ont été sur les champs de bataille, qui ont été des enfants de tirailleurs sénégalais, algériens et autres marocains, peu importe, qui ont une histoire particulière avec la France ou ailleurs, peu importe. Voilà. Mais donc, effectivement, ça nous ferait tellement de bien d'avoir une histoire qui est plus juste, en fait, sur ce qu'on a vécu et ce qu'on a traversé, qui fait qu'on en est là aussi maintenant. Dans Des hommes et des dieux, il y a une scène magnifique entre vous deux avec Michael Onsdal, le moine interprété par Michael Onsdal, et vous-même, dans ce film sorti en 2010, qui se déroule dans un monastère entouré par la violence et la menace, le film inspiré de la vie des moines de Tibérine, dont on connaît hélas la fin tragique. Oui. Et dans une émission de radio qui date de 2011, le comédien évoque le tournage de cette scène, dont on va aussi écouter un extrait dans la foulée. Pas ce que c'est que l'amour, et son père veut la marier avec un bonhomme qu'elle ne connaît même pas. Alors elle demande à Luc comment ça se passe tout ça, et alors donc Xavier m'a dit, je suis pas très content de ce qu'on a écrit, tu peux pas improviser? J'ai dit oui, si tu veux, je vais essayer. Puis bon, on s'est installé sur le banc, et puis il a dit moteur, et puis action, puis c'est venu comme ça, quoi. Je pense pas avoir trahi la pensée de Luc, je crois qu'il aurait pu dire ça éventuellement. Mais comment on sait quand on est vraiment amoureux? Il y a quelque chose en vous qui s'émeut à la présence d'un être qui est incontrôlable et qui fait que le cœur bat, généralement. Et c'est une attirance, c'est un désir, c'est très très beau. Donc... il ne faut pas trop se poser de questions, tu sais, c'est un état de fait. On est comme ça, puis tout d'un coup, c'est le bonheur, enfin l'espoir du bonheur, c'est un tas de choses. Mais enfin, c'est un trouble, un grand trouble, surtout quand c'est la première fois. Mais dis-moi, ton père m'avait parlé de Khaled? Non, mais mon père, il parle trop. Non, moi, je veux pas. Tu vois... Ce que tu m'expliques là, moi, Khaled, ça me fait rien quand je le vois. Oui, bon, alors c'est que c'est pas très sérieux. C'est mon père qui fait moi. Ah, là, c'est un autre problème. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Et voilà, alors j'ai répondu à cet amour-là. Ça fait longtemps maintenant. Plus de 60 ans, oui. Ah Est-ce
que vous pouvez effectuer un petit contre-champ à ce que dit Michael Onsdal quand il parle de cette scène un peu improvisée? C'était totalement improvisé. Ah oui. Totalement improvisé. On savait que le thème, effectivement, c'était autour des relations amoureuses. Et donc, effectivement, j'étais ravie de tourner avec Michael Onsdal. J'étais hyper impressionnée. En même temps, il m'a mis dans une énergie trop belle. Et donc, voilà, c'est ce que vous avez entendu ou ce que vous avez pu voir dans le film. C'est ce qui s'est passé. C'est en une prise, quasi, voilà, sur l'amour. Changement de sujet, je vous ai proposé d'évoquer une comédienne et un comédien pour à la fois nous dire ce qui vous touche dans leur jeu et dans leur personnalité. Vous auriez pu en citer plusieurs autres naturellement, mais spontanément, ce sont ces deux noms qui sont venus à l'esprit, Maïwenn et Yamin Belmadi. Alors, si vous voulez bien, on peut voir quelques secondes de police et de la place singulière de Maïwenn dans le film, où on découvre là aussi une réalité par ses yeux, par sa présence à l'image, par son appareil photo dans le film et aussi par sa mise en scène. Et vous nous direz en deux mots pourquoi Maïwenn. Un coup de fil! Un coup de fil! C'est tout ce que ça va je faire! ne peux pas intervenir sur toutes les affaires, c'est pas possible. On a beau tous les jours faire du cas par cas, c'est pas pour autant que voilà, on changera le monde ou autre. Mais moi ça reste quoi, ça me tord quoi, je peux pas. Qu'est-ce qui vous touche chez elle? Maïwenn, c'est une réalisatrice, c'est une actrice que j'admire énormément. C'est une femme qui est, je sais pas, courageuse parce que libre, totalement libre. Parce qu'elle fait des films qui sont des claques, qui sont des films coup de poing, qui sont bruts, sans fioriture, qu'elle nous livre comme ça, comme s'il n'y avait pas qu'il y avait qu'un seul chemin entre son cœur et le nôtre. Et voilà, je l'aime et je l'admire, ouais. Yamin Belmadi, qu'on a à l'image, ce rôle très touchant de Jean Adieu-Gary. Moi, je n'aurais pas osé évoquer ce comédien si vous n'aviez pas partagé vous-même le désir de montrer son visage, d'évoquer son parcours et de saluer sa mémoire. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et comme beaucoup, j'étais infiniment triste d'apprendre son décès accidentel quelques jours avant la sortie de ce film, en juillet 2009. Voyons-en quelques images. T'as en forme? Ça va. Tout le monde veut se casser d'ici, lui, il emménage. C'est quoi ça? Bah, c'est la semaine du fromage, t'as pas vu les têtes de gondole? Non, j'ai pas vu les têtes de gondole, non. Alors Samir, tu commences demain? Ouais. C'est dur comme boulot, hein. Cette semaine, ils sont en souris. La semaine du fromage. Tu vas voir, en bout d'un moment, on s'habitue. Hein. Je sais. La semaine de la volaille, ils vont lui mettre des plumes dans le cul. Pas mal la petite casquette. Tu te fous de ma gueule, là. Avec un syndicat, ils n'oseraient jamais vous faire ça. Ah bah vous en avez eu un syndicat, vous. L'usine a fermé pourtant. Tu ressembles de plus en plus à ton père, José. T'as la même fossette que lui, là. Il était très beau, il avait beaucoup d'allure. Il avait le menton de Gary Cooper. Alors rapidement, tout le monde l'a surnommé Gary. C'était devenu son nom. T'es fait virer? C'est moi qui suis parti. Ah c'est vrai, t'es fier, toi. C'est que tu veux rien foutre. Non, je veux pas rien foutre, non. Je te dis que je vais chercher autre chose, tu comprends? Papa. Elle ne reviendra plus, José. Putain, mais c'est quoi cette génération? Vous êtes nés ici? Vous êtes tout le temps à faire les malins, là, ouais, je vais retourner au bled, je vais retourner au bled. Non, mais ça va, ouais. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Qui a jamais foutu les pieds au bled. Papa, moi, tout ce que je veux, c'est essayer de faire ma vie, c'est tout. Faut plus l'attendre comme ça. Ça sert à rien. On se souvient aussi de votre montée des marches en 2010. Alors, quel comédien était-il et quelle personne était-il? Je peux enchaîner, parler d'autre chose. Non, non, tout va bien. Je suis trop contente qu'on puisse lui rendre hommage. Je pense que le cinéma français a perdu vraiment un de ses plus grands acteurs, vraiment. C'était un acteur qui m'a beaucoup apporté, qui m'a porté pendant ce film. J'étais aussi hyper impressionnée d'être face à lui, face à Jean-Pierre Bacri. Et ouais, c'était un acteur immense. Il manque au cinéma français. Je trouve que c'est un
un acteur qui aurait fait beaucoup de bien aussi à notre cinéma, à notre société, au monde d'aujourd'hui dans lequel il évolue. Donc ouais, il me manque et il nous manque énormément. Et c'était un être au-dessus de tout. C'était évidemment l'amour de ma vie, mais c'était aussi un humain formidable. Il avait quelque chose de très sauvage, de très naturel, de très instinctif. Et il m'a transmis ça aussi, le fait de plus réfléchir et de se jeter à corps perdu entre le action et le coupé. Donc ouais, il m'a énormément transmis et il me suit. Et je pense à lui à chacun de mes rôles, à chacun de mes films. Et voilà, pardon d'être si ému, mais je suis trop contente qu'on puisse l'admirer là et qu'on puisse voir son travail. Et je vous conseille de regarder les films de Sébastien Lipschitz, dans lequel il brille, dans lequel il est incroyable, et dans Adieu Carrie, dans lequel il est... c'est un génie, quoi. Et je parle de lui encore au présent parce que pour moi, il résonne aussi encore dans plein de jeunes acteurs que je peux voir et qu'il a inspiré. Voilà. Quelques-uns des films dans lesquels il a joué. Oui. Et moi, le plaisir que j'ai eu à le rencontrer à plusieurs reprises, c'est au moment des corps ouverts de Sébastien Lipschitz, qui avait eu le prix Jean Vigo en 1998. Et j'avais la chance d'être au jury à ce moment-là. Donc effectivement, on a passé beaucoup de temps ensemble. Voilà, j'ai perdu où j'en suis. Merci. L'an dernier, avec Reda Kateb, et aussi quelques temps après avec d'autres comédiens, j'ai plaisir à citer ce livre qui est sorti, écrit par Anou Grimberg, consacré aux comédiennes et comédiens, et précisément à leur cerveau, à votre esprit, à vos cerveaux. Oui, là, il s'en passe plein de choses dedans. Et elle se demande tout au long du livre ce qui se passe dans vos esprits lorsque vous devenez un personnage. Et elle a effectué des tas d'entretiens avec des scientifiques, des neurophysiciens et des comédiens et comédiennes. Et elle écrit ceci: alors on ne sait quoi penser de l'authenticité des acteurs, de quelle matière sont faits ces gens qui jouent à la vie, comment peuvent-ils sentir dans leurs fibres ce qu'ils ne sont pas et n'ont jamais vécu? Est-ce un art de l'empathie? Sur quoi appuient-ils en eux pour déclencher les émotions, les rejouer à heure fixe, parfois des centaines de fois, ce qui est le cas au théâtre. Et vous, Sabrina, que se passe-t-il dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre corps, lorsque vous entendez action, lorsque vous êtes derrière le clap et que la caméra vous filme en présence de toute une équipe? Moi, il se passe un peu vous savez, comme quand vous êtes dans les montagnes russes, dans un truc de parc d'attractions où tout d'un coup, quand vous êtes tout en haut, juste avant que ça descende, il y a un peu le cœur comme ça qui se soulève. Et justement, Yamin Belmadi m'a appris à lâcher prise. Il m'a appris à arrêter de suranalyser, arrêter d'anticiper, de juste se faire confiance et ouais, se jeter dans la scène. Donc non, moi je crois qu'il y a un truc un petit peu qui se déconnecte pour pouvoir être totalement dans le présent. Super. Voici quelques photos de tournage qu'on va voir pendant une petite minute. Donc certaines sont prises par Fabien Malo, qui vit ici, qui a suivi la série Prière d'enquêter. Et pour accompagner cette petite minute d'image, un morceau du film Toutes pour une, composé par Amine Bouafia, à qui on doit à la fois Toutes pour une, mais aussi ses autres films, dont ceux de Kauter Benania, qui était au festival il y a quelques jours pour la projection de son dernier film, et qui était à Montpellier. Vous le savez, il a terminé son tournage le 17 octobre dernier, pour le tournage de son nouveau film, Mimesis, produit par Nadim Cherouia, et qui se passe entièrement en Tunisie et tourné totalement en Lozère et à Montpellier. Elle a tourné pendant près d'un mois ici, et donc on espère le voir dans un an. Quelques images qu'on écoute avec la musique de Amine Bouafia.
restons quelques instants sur ce film, sur Toutes pour une, tourné en partie pas loin, près du lac du Salagou, Villeneuve-les-Maglones, dans l'Aveyron également et un petit peu ailleurs. Mes collègues en charge de l'accueil et accompagnement des tournages ont travaillé pendant des mois avec la production pour créer des liens entre l'équipe, les décors, les professionnels qui ont travaillé sur le film. Et pour cette préparation, naturellement, nous lisons à la fois le scénario, mais aussi ce qui devance les notes d'intention, en l'occurrence ici de la réalisatrice. Et moi, je suis toujours très sensible à ces premières pages qui ouvrent ces documents, ces notes d'intention. Et il y a cet extrait, je trouve, qui correspond aussi à ce que la réalisatrice a répété dans des entretiens. Est-ce que ça vous embête de nous le lire et de le commenter ? Eh bien, flirter avec les genres, les détourner au premier et deuxième degré, les maîtriser, les réinventer afin d'ancrer toutes pour une dans notre époque. Je souhaite centrer mon travail de mise en scène sur le sens du film, à travers 3 outils, la direction d'acteur, les décors et les mouvements de caméra. Pour la direction d'acteur, le travail sera centré à la fois sur la transformation physique des actrices et la mise en abîme, le jeu dans le jeu, des actrices qui doivent jouer des femmes qui jouent des hommes. Il ne s'agira pas de singer ou de grimer pour devenir un homme, mais de trouver l'essence de la masculinité à travers une grosse préparation physique et psychologique. Est-ce que vous pouvez le lire en jordanien, puis en marocain et en arabe littéraire ? J'y suis pas faire. Quelqu'un a filmé la réaction de Sabrina Mouzani à ma blague, ça me fait plaisir. Là, celle-ci aussi. Vous voulez commenter la dernière phrase ? Le fait de la préparation physique et l'essence de la masculinité. Ouais, ça a été un sacré travail. Ça a été un sacré travail, franchement. J'en ai fait effectivement des films et j'en ai rencontré des personnages. Mais le personnage d'Athos, effectivement, jouer cette femme qui, effectivement, elle dit qu'on va pas se grimer, qu'on va pas jouer à faire l'homme. Mais en fait, on doit être des hommes parce que c'est notre vie qui en dépend dans le film. Donc c'est devenir finalement un homme ou se dire que une personne peut nous croiser dans la rue et ne peut pas se douter une seule seconde qu'on puisse être des femmes. Donc moi, pour la voix, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas trop de travail, ça allait. J'avais plutôt les intonations qui sont plutôt féminines à travailler, mais c'est vrai que physiquement, j'ai pris 12 kilos, j'ai fait énormément de sport et je me suis vachement musclé. Et après, il a fallu travailler la démarche, l'énergie masculine à trouver, qui est encore différente, c'est-à-dire la masculinité qui est encore différente de la virilité. Enfin, travailler toutes ces nuances-là, ça a été passionnant. Alors, diversité, on s'approche de la fin. Diversité, éclectisme, tout embrassé dans la carrière d'une comédienne, d'un comédien. On peut consacrer quelques instants, si vous voulez bien, dans ce festival de cinéma à 2 de vos rôles au théâtre. En voici d'abord des extraits. Ah ouais, vous avez des extraits de ça ? Ce sont les bandes-annonces, teasers, si je puis dire, qui sont communiquées par les compagnies et par les théâtres. Trop bien. Mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui sur la même terre que moi. Et c'est eux que je salue, c'est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine dont je ne suis pas sûr, je n'irai pas frapper le visage de mes frères. Je n'irai pas ajouter à l'injustice vivante pour une justice morte. Frères, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de l'honneur, je m'en détournerai. Immense Marc Zinga, immense acteur. Pardon, je sais pas si ça enchaîne. J'enchaîne, ouais. Ah oui. Moi, je dis que je t'aime plus qu'il ne peut le faire. Tu t'es complètement fourvoyé, tu as versé le jus d'amour sur la vue d'un amant fidèle. 2 s'en vont donc draguer la même ? Cela va en faire un problème. Cette nuit, tu m'aimais. L'autre pièce, c'est la très lamentable comédie et la très cruelle mort de Pyrame et Thisbé. Hors de ce bois, ne désire pas d'aller aux longues et pénibles nuits. Abrège tes heures. C'est flippant, il bout à bout comme ça.
Alors c'est vrai, c'est rare qu'il y ait des extraits filmés, puis je trouve toujours délicat de les montrer. Là, c'est vraiment la création des productions. Mais tout ce que vous venez de nous dire sur vos rôles au cinéma, sur votre préparation, sur le lâcher-prise, sur le rapport à la langue, au corps, etc., est-ce que vous utilisez les mêmes termes pour vos rôles au théâtre? Ouais, c'est encore un travail différent, c'est vrai, le théâtre. C'est génial parce que tu as le plaisir d'avoir le public tous les soirs au rendez-vous en face de toi et de sentir l'énergie comme ça qui circule, parfois même d'avoir de l'interaction avec eux, de les sentir rire, de les sentir toucher, de les sentir pleurer. Et ça, c'est trop bon. Et chaque soir, nous, on joue pareil, mais on a toujours des réactions qui sont hyper différentes parce qu'on a un public différent. Et ça, c'est merveilleux. Abdelmalik, avec Les Justes, Abdelmalik, je vais pas prendre 1000 ans, mais ça a été aussi une rencontre qui a été déterminante. Ça a été incroyable pour moi de jouer Les Justes d'Albert Camus au Théâtre du Châtelet. C'était le premier metteur en scène noir à mettre en scène une pièce de théâtre au Théâtre du Châtelet. Donc déjà, ça, c'était fou. Et puis, l'histoire des Justes, elle est encore une fois dramatiquement actuelle. Jouer Le Songe d'une nuit d'été aussi de Shakespeare au Théâtre de la Ville, c'était complètement fou. Mais c'est vrai que ça demande une technicité, une technique qui est quand même particulière sur la diction, sur la prise de la scène, de l'espace, les lumières à capter. Et c'est vrai que ça a été... je suis arrivée là, je me sentais un petit peu perdue. Et puis petit à petit, j'ai pris mes marques et j'ai appris. Alors, on arrive à la conclusion de la rencontre. Avant de vraiment conclure avec un ou deux autres visuels, est-ce qu'il y a des questions? Ça fait un peu moins d'1 heure qu'on est ensemble et je pense qu'il y a le temps pour 2-3 questions. Je vous ai vu. Et pour 2-3 questions brèves avec des réponses aussi concises. Ceci est un message personnel à ma voisine de droite. Je vous en prie, il y a le micro qui arrive jusqu'à vous. Tout d'abord, bonjour Sabrina, ça fait plaisir de te revoir. Merci. Je suis venu de La Rochelle. Je voulais te dire, parce que je n'ai jamais opposé cette question, qu'est-ce que le rugby t'a apporté? Parce que je sais que tu as fait du rugby. Tu connais beaucoup de choses. Le rugby, je pense que ça m'a aidé. Moi, je suis arrivée au rugby, donc, effectivement, pardon, pour ceux qui ne le savent pas, quand j'étais petite, mes parents n'en pouvaient plus, on pensait que j'étais hyper active. Et donc, effectivement, on a dit réponse concise, je sais, je vais faire plus vite. Bon. Je veux juste vous signaler qu'il y a une question au deuxième rang, si elle a le micro tout de suite, comme ça vous enchaînez. Ça, on va pouvoir bien enchaîner. Et donc, effectivement, mes parents, assez jeunes, à 4 ans, ils m'ont mis au judo et j'ai toujours fait du sport. Et assez vite, ils se sont dit, ça suffit pas, elle a encore beaucoup d'énergie quand elle rentre à la maison. Donc, on va essayer de trouver un sport qui va l'épuiser. Et donc, j'ai essayé plein de sports et j'adorais ça. Et j'ai fini par trouver le rugby qui effectivement m'a rincé quand je rentrais à la maison et j'adorais ça. Mais je pense que ça m'a appris le travail d'équipe. Je pense que le sport, c'est génial. C'est génial parce que ça nous transmet des valeurs et des valeurs comme le fair play, comme la solidarité, comme la générosité, comme le fait de pouvoir compter et se reposer sur l'autre, comme le travail d'équipe, qui m'ont servi ensuite sur les plateaux de cinéma plus tard. Je vous en prie. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors j'aurais une petite question pour toi. Est-ce que tu prends plus de plaisir à incarner la comédie ou l'émotion? Très honnêtement, je pense que je prends plus de plaisir avec l'émotion. Je pense que je prends plus de plaisir. J'adore au théâtre, j'adore faire de la comédie parce que je peux vous entendre rire tout de suite, instantanément, et ça c'est génial. Moi, j'adore l'échange avec vous. Et puis on fait des films pour qu'ils aillent rencontrer le public, pour qu'ils touchent le cœur du public. Et c'est vrai que les films plus engagés, les films avec des messages plus forts et qui éveillent parfois les consciences sont les films qui me plaisent le plus et dans lesquels je pense que je suis dans la vie quelqu'un qui intériorise beaucoup, contrairement à ce que vous avez pu voir pendant le petit hommage à Yamin Belmadi. mais effectivement, donc je pense qu'à travers le cinéma et à travers ces rôles qui me permettent effectivement de lâcher certaines émotions qui m'appartiennent à moi personnellement à travers un autre personnage et un autre moi, j'ai envie de dire, je trouve que ça me donne une liberté, une impudeur qui me plaît bien et qui me sert bien, je pense, et qui me sert aussi un peu de thérapie. Est-ce qu'il y a une autre question? J'enchaîne vers la conclusion. Soyons presque exhaustifs dans la manière d'évoquer un parcours, où pour ma part, encore une fois, je considère que tout se tient, tout se répond, tout se nourrit. Ici, on a à l'image, on a une publicité, un clip. C'est assez incroyable d'ailleurs ce que vous faites dans cette courte vidéo. Enfin, vous nous avez dit que vous n'êtes pas doublé, n'est-ce pas? Non.
Non, vous confirmez? Non. Oui, j'ai la famille qui répond à côté. Non, elle n'est pas doublée. On a assisté, elle a suivi. Vous nous dites ce que c'est? Oui, pardon, j'ai eu la chance d'être égérie Nike France pendant 2 ans. Et donc, effectivement, ils m'ont donné un challenge qui était d'apprendre le double salto pour cette pub Nike, Just Do It, pour dire que rien n'est impossible. Et effectivement, ce message de Nike a été collé très bien avec ce message, ce mantra que m'a transmis ma maman dès le plus jeune âge. Donc, voilà, j'ai fait un de ces spots publicitaires où j'ai pu mêler mon autre passion qui est le cirque et donc le tissu aérien. Et les clips, vous en avez tourné peu, j'ai l'impression. Mais on a le sentiment dans celui qu'on voit et qui a été un peu vu sur YouTube, que c'est presque un court-métrage pour vous. C'est avec des scènes dramatiques comme on a à l'image. Est-ce qu'il y avait du texte? Comment ça s'est réalisé pour celui-ci ou d'autres? Complètement. Hysteric Love, moi, on l'a tourné comme le raconte l'histoire de cette musique. C'est l'histoire d'un couple qui s'aime et qui se déchire. Et donc on l'a tourné, c'est vrai, comme un court-métrage, même si je savais que finalement on n'allait plus entendre grand-chose de ce que je disais ou de ce que je pouvais crier ou de ce que je pouvais transmettre. C'est aussi ça la magie du clip. Et finalement il en a gardé un peu. Donc on a tourné ça plutôt comme une histoire de bout en bout, me dire qu'il fallait que j'aille au bout de raconter ce personnage et cette histoire d'amour passionnel. Et pour être un petit peu encore exhaustif, et c'est depuis quelques années qu'on s'y penche naturellement, c'est aussi les réseaux sociaux. 500 000 personnes vous suivent. Donc beaucoup ont vu en story hier votre arrivée au festival. Oui. Moi, il y a moins de monde qui me suit sur Instagram, mais c'est pas grave. Moi, je vais vous suivre. Un jour, Inch'Allah. Et sur Instagram, il y a cette belle image de vous avec la flamme olympique. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter tout le contenu, mais toutefois, comme mode relativement récent de promotion et de communication, c'est pas tout à fait anecdotique lorsque vous, sur cette page-là, vous évoquez un film qui sort en salle ou une manifestation à laquelle vous participez. On comprend que tout ça aussi construit une opinion, crée une image également. Comment ces contenus sont créés? Est-ce que vous le faites seul? D'autres le font avec vous? Très, très, très instinctivement et spontanément, j'ai envie de dire ce que les agents d'image, je pense, pourraient me reprocher. Justement, moi, j'ai jamais voulu m'entourer de community manager, j'ai jamais voulu avoir une image polie. Et, j'ai plutôt envie de partager avec les gens ce qui me vient profondément, ce que j'aime profondément, ce que j'ai envie de dénoncer, les messages pseudo-politiques que j'ai envie de faire passer. Partager aussi avec vous les coulisses, partager avec vous les moments qui me sont chers, comme là, cette fois-là où j'ai pu parcourir ma ville de La Courneuve avec la flamme olympique, ce qui était un honneur sous les yeux de ma maman et de ma petite sœur. Donc j'ai envie de partager un peu tout ce qui traverse ma vie sans rentrer trop dans l'intime et dans la vie privée avec le public. Puis il y a ces 30 secondes que j'aime beaucoup moi pour WWF. Je vais être encore en retard. Ah bah alors ça c'est nouveau. Bon, on va plutôt attendre le prochain. Vous n'aimeriez pas cohabiter avec des animaux sauvages? Eux non plus. Dans le bassin du Congo, le programme Cibel favorise la cohabitation entre humains et animaux. Soutenez nos actions sur wwf.fr. On avait démarré en musique, avec la musique des jours meilleurs. S'il n'y a pas une petite question, une remarque, ou si vous ne voulez pas rajouter un petit truc, on peut conclure aussi en musique. Non, mais je vais conclure une nouvelle fois avec juste par vous remercier vraiment chacun d'entre vous. J'aurais aimé vous faire un câlin et vraiment vous remercier pour votre présence. Alors qui commence pour les câlins? Allez-y. Messieurs, mesdames. Donc vraiment vous remercier du fond du cœur d'être là, de me soutenir, de m'apporter votre force, de m'apporter vos sourires là que je vois depuis tout à l'heure et que j'ai pu aussi voir, et vos regards que j'ai pu croiser depuis hier à la première projection du film Inch'Allah. Merci pour votre présence, vraiment merci profondément. On vous adore, Sabrina. Et Christophe a rappelé le nombre de films qui ont été programmés ici. La source des femmes probablement aussi, et on va conclure en musique. Et pendant quelques instants, la salle Joffre ici va prendre des airs du Domendo pendant le festival Arabesque, en écoutant un extrait de la musique composée par Armand Amar pour le film, pour la source des femmes. Et ce sera notre conclusion. Merci à vous de votre présence. Merci beaucoup. Et merci à toi. Merci pour cet entretien.